Mariana. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui au nom de l'association Icambéré. Donc, je m'appelle Roukaya Assambé et je suis responsable du centre Ikikali, la maison apaisante, qui accompagne des femmes vivant en situation de précarité et avec un diabète, une obésité ou une hypertension artérielle, comme l'a très bien dit Mariana juste avant. Alors, je vais commencer par par vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de notre fonctionnement et de nos voilà des axes forts de l'accompagnement. Et puis après, je ferai un petit peu un point sur les outils que nous-mêmes on utilise en interne pour faire justement des l'éducation thérapeutique avec les patientes. Alors en termes de genèse. Donc, Ivikali est un projet qui est porté par l'association Icambéré, que vous connaissez peut-être, qui est né en 97 pour accompagner vers l'autonomie des femmes vivant avec le VIH. Dans les années 90, il y avait une très très grande vulnérabilité chez les femmes vivant avec le VIH, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Mais du coup, le projet est né, donc il a été fondé par Bernadette Roiguera, qui est l'actuelle directrice, pour apporter une réponse à toutes les problématiques sociales, économiques et de santé euh, auxquelles faisaient face les femmes vivant avec le VIH. En effet, elles étaient donc confrontées à une maladie voilà chronique. Donc elles avaient les traitements, elles avaient un suivi médical de la part de l'hôpital, mais il y avait d'autres freins liés donc notamment à la migration, au manque de ressources, aux situations d'hébergement très précaires, voilà, et de violence aussi, euh, qui faisaient que finalement la prise en charge médicale pouvait être défaillante pour ces femmes. Donc, Bernadette a mis en place un lieu d'accompagnement global vers l'autonomie pour ces femmes. Donc, c'est un accompagnement sur le plan social, sur le plan thérapeutique et sur le plan professionnel. Concrètement, c'est une équipe pluridisciplinaire qui, donc, du coup, accompagne les femmes vers l'autonomie. Et puis, il y a une dimension aussi collective qui est très importante dans le centre, avec beaucoup d'activités autour du lien social, voilà, des repas partagés, de l'activité physique. Voilà. Après plus de 25 ans d'existence, Icambéré a voulu déployer son modèle d'accompagnement global vers d'autres pathologies chroniques qui affectent les populations en précarité. Et c'est comme ça que, en interrogeant notamment les professionnels du territoire d'Île-de-France, on a voulu se positionner sur les maladies cardiovasculaires et plus spécifiquement diabète, obésité, hypertension, euh, parce que les médecins du territoire, les professionnels, ont exprimé une difficulté de prise en charge pour ce public qui cumule, en plus de la maladie, des difficultés liées à l'hébergement, à l'emploi, au manque de ressources, à des violences, etc. Donc Igikali est née en 2022, donc on l'appelle aussi la maison apaisante. Elle est née en février 2022 à Ivry-sur-Seine. Donc c'est un centre d'accompagnement, pardon, un centre d'accueil de jour avec donc des bureaux individuels pour l'équipe pluridisciplinaire et des espaces d'activité collective, notamment une salle de sport et d'activité polyvalente et aussi une cafétéria et un espace cuisine pour la préparation de repas collectifs. Euh, et donc, depuis 2022, on a accueilli plus de 150 femmes de la région Île-de-France, et plus spécifiquement du Val-de-Marne, où on est situé, de Paris et un petit peu du 93. Concrètement, on a une assistante sociale au niveau de l'équipe qui va accompagner les femmes dans les démarches d'accès aux droits, d'accès à l'hébergement, d'accès aux ressources. On a également une chargée d'éducation thérapeutique qui va donc mener des entretiens individuels avec les femmes pour comprendre, faire le bilan éducatif partagé, comprendre les problématiques spécifiques qu'elles ont dans leur prise en charge et faciliter en fait finalement le parcours de soins. Et enfin, on a une chargée d'insertion professionnelle dont l'objectif est de comprendre les motivations individuelles euh, des femmes et les accompagner vers l'emploi, qui est finalement souvent l'objectif final de l'accompagnement, enfin final. En tout cas, c'est une des demandes principales de ces personnes, c'est d'être autonome financièrement. Et nous, notre objectif, ça va être donc bien sûr de répondre à ce besoin-là, mais aussi de s'assurer qu'elles restent en bonne santé une fois qu'elles s'insèrent. Après, juste pour préciser, on a aussi des femmes qui sont à la retraite, qui fréquentent le centre, et donc du coup qui n'ont pas les mêmes enjeux. Euh, et donc, en fait, ce qui caractérise beaucoup la maison apaisante, c'est aussi la dimension collective qui vient apporter une rupture de l'isolement. Beaucoup de femmes témoignent du fait que l'isolement vient finalement aggraver leur état de santé. La moitié des femmes est célibataire parmi la file active et beaucoup vivent en fait finalement, voilà, ont connu des parcours migratoires, ont peu de liens finalement autour d'elles, et cet isolement vient vraiment renforcer finalement les complications et plein d'autres voilà
et aussi finalement une démotivation, si on peut l'appeler comme ça, à se prendre en charge. Donc nous, on va venir créer ici un espace où elles peuvent se retrouver, que ce soit lors des repas qu'on propose tous les jours à l'heure du déjeuner qui sont gratuits. Donc c'est des repas qui sont préparés, donc les menus sont faits par une diététicienne et les repas sont préparés par une cuisinière qui est là tous les jours. En moyenne, on a à peu près 25, entre 25 et 35 personnes qui viennent déjeuner ici. Après, voilà, on va proposer énormément d'activités collectives pour rompre cet isolement, favoriser le lien social et aussi, du coup, favoriser le partage d'expériences et l'acquisition de compétences sur la durée. Donc, concrètement, au niveau de l'activité physique, on propose du sport quasiment tous les jours, du renforcement musculaire, du yoga, de la danse et de la gym douce. Donc, on a différents intervenants qui ont été d'ailleurs certains formés à l'ETP qui interviennent du coup au sein de notre centre. Après, on propose aussi beaucoup d'activités au niveau de l'alimentation. Donc, deux ateliers par semaine d'ateliers cuisine qui sont animés par notre diététicienne. Et du coup, en fait, elle, son objectif, c'est de finalement à la fois revisiter des recettes que les femmes ont l'habitude de faire à la maison. Donc on est dans une démarche vraiment participative. Elle va leur proposer de venir avec une recette qu'elles aiment faire. Et ensuite, dans une démarche de partage, elles vont la revisiter et puis la préparer ensemble. Et puis, elle a l'autre objectif aussi, c'est de finalement de faire découvrir d'autres recettes ou d'autres manières de manger. Voilà, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Donc voilà, on place aussi un accent sur les crudités, voilà, sur d'autres manières de cuisiner, etc. Donc ça, c'est 2 fois par semaine. Et puis après, on a énormément d'ateliers théoriques au niveau de l'alimentation, où on vient justement, du coup, là, s'appuyer sur des outils. Donc des outils qu'on revisite en interne pour transmettre des messages, pour faciliter finalement l'appropriation de l'alimentation par ce public. Donc concrètement, au niveau des outils, euh, par exemple, donc ma collègue Oriane, qui est diététicienne, a fait des infographies très spécifiques sur le sel, sur les huiles, sur les sucres, euh, sur les minéraux aussi. Donc elle s'est vraiment appuyée sur finalement des schémas visuels pour décortiquer finalement les messages et aussi les adapter au public. Par exemple, sur le sel, elle a fait vraiment un focus sur les bouillons qui sont énormément utilisés par ce public. Voilà. Et souvent, les femmes ignorent finalement tous les méfaits qu'il peut y avoir à consommer des bouillons, à les utiliser. Donc, elle a vraiment fait un accent là-dessus. Et puis, elle a proposé d'autres alternatives, notamment voilà, des épices, des agrumes, etc., pour apporter du goût. Et puis ça, bien sûr, au niveau de la pratique, après, on vient aussi renforcer le message en utilisant du coup pas de bouillon, mais en utilisant plutôt voilà d'autres manières de cuisiner. Il y a également un enjeu qui est très fort autour des représentations. Et ça, on essaye de vraiment aller creuser grâce à la proximité qu'on a avec le public. Bon, ça, vous l'avez peut-être compris entre les lignes, mais du coup, les femmes viennent très régulièrement au centre parce que au-delà de bien manger ou de faire du sport, on est aussi un lieu de vie. Beaucoup d'entre elles sont hébergées en hôtel social et donc finalement, pendant la journée, elles peuvent se reposer ici, retrouver leurs amis et puis, au-delà de l'activité physique et de l'alimentation, on propose aussi beaucoup d'autres actions, des activités manuelles, de la socio-esthétique, des ateliers informatiques, parce qu'aujourd'hui, l'outil informatique est devenu incontournable pour faire des démarches, que ce soit pour l'accès au droit, l'accès à l'emploi, etc. Euh, voilà. Donc finalement, le fait qu'elles vont revenir très régulièrement au centre va favoriser la répétition des messages et aussi le fait qu'elles vont se sentir très libres de poser leurs questions aux professionnels. Et donc cette proximité va aussi nous permettre, nous, d'une part, de nourrir finalement notre approche et notre accompagnement pour mieux l'adapter et en même temps de voilà d'innover, enfin, d'essayer de répondre en tout cas au maximum aux besoins qui sont exprimés. Et donc sur les représentations, on se rend compte que par exemple au niveau des traitements, il peut y avoir des représentations qui existent, notamment voilà sur des croyances autour des plantes traditionnelles, etc. Donc ce sont des choses qu'on va aller creuser nous en interne pour finalement les aborder mieux avec le public. Je sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, Mariana. Mais ok. Votre micro était coupé, mais je pense avoir compris que je peux continuer encore. Pardon. On a 10 minutes de plus. Si Ok. vous voulez continuer, sinon on peut
ouvrir Bah, peut-être qu'on peut ouvrir et puis ça me permettra peut-être voilà, de préciser peut-être l'action. D'accord. Bien. Merci beaucoup. C'est que je trouve intéressant de cette expérience qui, qui nous inspire beaucoup, c'est que, en fait, ça peut apprendre beaucoup à tous les acteurs de l'ETP et de l'accompagnement, en dépendant s'ils sont dans la précarité ou pas. Mais c'est la question de la dimension sociale et collective des actions d'accompagnement. Donc, en discutant avec Rukaya l'autre jour, elle nous a raconté qu'il crée des groupes WhatsApp, il crée d'autres espaces collectifs qui ne sont pas centrés sur les professionnels, mais qui peuvent vivre Mm. euh, indépendamment. Donc, ce sont des Ouais. communautés de pratiques, communautés qui s'y créent aussi, hein, avec les Oui, personnes. je peux oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, mais c'est vrai que c'est un point qui est très intéressant. En fait, on a créé un groupe WhatsApp donc auquel adhèrent finalement les femmes qui sont d'accord, donc les femmes qu'on accompagne. Et sur ce groupe, on va pouvoir partager du coup typiquement les infographies qu'on crée nous en interne, les outils qu'on crée, et puis partager énormément d'informations sur des activités ponctuelles, rappeler voilà l'ordre du jour, les agendas, etc., les programmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on était vraiment dans une démarche un peu verticale, c'est-à-dire que nous, l'association, on mettait des messages sur le groupe d'information. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu, finalement, comme disait très bien Mariana, une communauté très, très, très active où les femmes partagent elles-mêmes beaucoup d'expériences. Par exemple, on sait très bien le week-end, elles vont partager des choses qu'elles font à la maison, des recettes, des photos, elles vont envoyer des messages vocaux, etc. Et puis aussi, elles vont partager leur réussite quand elles ont, par exemple, elles vont faire une séance de sport ou de marche par elles-mêmes, ou qu'elles vont reprendre en fait une recette qu'on a fait nous à l'association pour la refaire à la maison. Elles vont aussi se sentir libres de poser des questions sur ce groupe en s'adressant directement aux professionnels d'Icambéré. Donc tout ça vient finalement renforcer cet apprentissage, cette éducation thérapeutique sur au-delà du centre. Mm. Et je pensais à quelque chose, mais je sais. Ah oui, voilà. En fait, ce groupe WhatsApp nous permet aussi finalement de garder le lien avec des femmes qui n'ont plus la possibilité de venir au centre, parce que, comme je vous le disais, nous, l'objectif, c'est aussi l'insertion professionnelle. Donc après, bon, souvent, ça prend quand même 1 an, 2 ans en fonction, voilà, des situations administratives. Ça peut prendre du temps. Mais on se rend compte que les femmes ne veulent pas perdre le lien avec Idikali une fois qu'elles sont en emploi. Et donc, ce groupe-là permet aussi voilà, d'animer cette communauté finalement au-delà de l'accompagnement qui se passe dans les murs de l'association. Mm, mm. Et on parle souvent d'organiser les actions, de partir des besoins des personnes, qui c'est très important, mais où on oublie souvent la question des ressources, des compétences des personnes, les savoir-faire qu'elles ont déjà. Donc, cette expérience-là, je pense qu'elle est réussie parce que vous vous appuyez sur des compétences, sur des choses que les gens peuvent faire elles-mêmes. Mm. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre point que je souligne de l'expérience. Et si vous pouvez préciser un peu plus la question de la culture. Comment vous partez des savoirs et de la culture de personnes? Parce qu'elles sont souvent des personnes qui sont migrantes. Comment vous mélangez tout ça dans les actions? Euh, alors, je pense que déjà, notre approche se caractérise vraiment par la bienveillance et le non-jugement. Euh, Ce qui veut dire que déjà, on va être très ouvert à la culture, voilà, aux représentations qu'elles peuvent avoir, à leurs pratiques culturelles, etc. On est extrêmement sensible. Et puis, bon, c'est quand même important de le dire, au niveau de l'équipe, on a des personnes qui proviennent des mêmes cultures. On a notamment ma collègue chargée d'éducation thérapeutique est originaire du Burkina Faso. Voilà, elle a grandi là-bas, etc. Ma collègue diététicienne est aussi originaire de Côte d'Ivoire. Euh, donc déjà au niveau des intervenants, on a cette sensibilité.
Et puis, au niveau du public, en fait, on va vraiment favoriser, nous, un espace de confiance qui va leur permettre de parler librement sur leurs croyances, sur leurs pratiques. Euh, et je pense que tout ça va favoriser finalement, voilà, nous, la prise en compte de la dimension culturelle. Mhm. Après, au niveau des repas qu'on propose, on fait vraiment attention aussi à proposer des choses qui leur... Enfin, on est dans une démarche vraiment de leur dire, en tout cas, qu'elles peuvent bien manger tout en respectant totalement leurs pratiques culturelles. Mais voilà, le message, c'est plutôt de leur dire que vous pouvez adapter certaines choses au niveau des modes de cuisson, au niveau de l'utilisation voilà, du sel, etc. Mais et puis on va cuisiner en fait finalement des recettes qu'elles aiment faire à la maison. Donc encore une fois, c'est une marque de respect de leur culture et une marque de voilà Mhm. de on retravaille cet aspect-là avec elles. Euh, voilà, je pense que en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est finalement l'ouverture d'esprit. En fait, je pense que pour bien prendre en compte les représentations culturelles, il faut déjà soi-même se libérer des représentations. C'est-à-dire que Mhm. soi-même, il faut qu'on soit conscient que quand on entend un message ou quand on voilà, quand on qu'en fait nous-mêmes on a des biais qui font qu'on a cette représentation des choses. Euh, donc c'est souvent donc on a une forte expérience aussi en santé sexuelle pour casser les représentations, etc. Et ça c'est donc ma collègue Rose qui est animatrice et qui est conseillère en santé sexuelle et droits humains. Aujourd'hui, elle fait des formations notamment auprès des professionnels sur du coup les représentations en santé sexuelle et elle dit toujours ça. Elle dit qu'en fait pour déjà parler des représentations, il faut déjà que soi-même, on se libère de nos propres jugements, de nos propres représentations. Et je pense que voilà, cette approche-là, elle est extrêmement importante pour après aborder la culture de manière beaucoup Mhm. plus sereine et ne pas, et toujours respecter le fait que la personne n'est pas, voilà, enfin, en fait, le respect des cultures, c'est aussi se dire que c'est Mhm. pas un non-respect de sa part, finalement, voilà, de pas suivre certains conseils ou de, voilà, c'est, Oui, ça demande un travail de réflexion sur soi-même, comment se décentrer de ses propres représentations. Bon, moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais laisser la parole au groupe aussi. Donc, Marie a mis à côté, sur les chats à côté, si vous voulez intervenir, poser des questions, vous pouvez lever la main. Il y a un petit bouton en bas, sur la barre en bas. Réaction, oui, c'est bien ça. Nathalie Simoneau. Oui, bonjour. Et ravi de retrouver Cambéré des années après. Euh, je voulais vous demander, est-ce que vous avez, parmi les participantes dans la maison et dans votre accueil, des travailleuses du sexe, et est-ce que vous arrivez avec les travailleuses du sexe justement à faire en sorte que alors, les travailleuses du sexe à deux niveaux. D'une part, c'est plutôt les personnes qui ont des relations sexuelles en échange d'argent ou de logement, hein, ce qui est un cas extrêmement fréquent parmi les personnes dans la migration. Et ma question était, voilà, quel travail spécifique vous faites et si j'ai bien compris, Cambéré continue à travailler avec des populations originaires plutôt d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y a des mélanges de populations chez vous ou pas du tout? Voilà, c'est mes deux questions. Merci beaucoup. Alors, au niveau des travailleuses du sexe, ça fait partie ça peut faire partie, voilà, des personnes présentes, comme beaucoup d'autres. Donc, elles sont quand même une minoritaire aujourd'hui. Mais c'est sûr que vous l'avez très bien dit, hein, la migration favorise, enfin, en tout cas, la précarité associée à la migration en France favorise, ce type de situation pour les femmes. Nous, notre objectif, c'est pas forcément, voilà, on va pas forcément, avoir une action qui se démarque pour ce public par rapport à d'autres, c'est-à-dire que nous, euh, on va leur accompagner vers l'accès au droit quand c'est nécessaire, vers vers la mise à l'abri quand elles sont voilà, en situation de violence. En tout cas, nous, on les accompagne vers la prise en charge de la santé et l'autonomie. Ensuite, il y a des associations partenaires comme Okapi de la Libération ou d'autres, ou le Mouvement d'Uni, qui ont une action qui est extrêmement voilà, spécialisée dans l'accompagnement des travailleuses du sexe. Euh, mais nous, on va pas forcément, voilà, si ça répond à votre question, on va pas forcément en faire vraiment un groupe à part. Après, on a aussi, bah, comme on est une seule et même structure avec Icambéré Saint-Denis,
J'ai ma collègue d'Icambéré-Saint-Denis qui vient une fois par mois ici pour mener une action sur la santé sexuelle, donc de sensibilisation sur voilà sur plein de sujets, hein, le consentement, la négociation du port du préservatif, les violences, etc. Bah, à ce moment-là, ça nous arrive de cibler en fait, enfin même pas ça nous arrive, on le fait toujours, c'est-à-dire que quand on a une action spécifique comme ça, on essaye de cibler des personnes qu'on considère peut-être plus à risque que d'autres. Donc là, on pourra peut-être cibler les personnes qui sont plutôt dans ce cas-là, pour qu'elles bénéficient voilà, de la sensibilisation. Et puis après, bien sûr, on oriente auprès des structures spécialisées. En ce qui concerne les femmes plutôt originaires d'Afrique subsaharienne, je tiens à le dire, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que même que ce soit Icambéré Saint-Denis qui existe depuis 97 ou la Maison apaisante depuis 2022, c'est pas un message qu'on transmet aux professionnels qui nous orientent les femmes, qu'on n'accompagne que des femmes originaires d'Afrique. Au niveau du VIH, il y a une prévalence du VIH chez ce public, ce qui explique pourquoi elles sont aussi majoritaires dans l'accompagnement proposé à Saint-Denis. À Ivry-sur-Seine, on a une forte hétérogénéité. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb. Elles sont quand même très, très nombreuses. On a aussi quelques personnes du Sri Lanka, de l'île Maurice. Voilà, donc on n'a pas du tout vocation à se fermer, en tout cas à ce niveau-là. Les deux critères d'inclusion, c'est être une femme et vivre avec une des trois maladies, diabète, obésité et ou hypertension artérielle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, J'allais dire qu'il y a des questions aussi dans le chat. ouais, il y a des questions sur les chats. Euh, tu poses les questions au chat et après, je laisse la parole à Safiatou. Ouais. Du coup, il y a deux questions, notamment pour savoir si vous pouvez nous montrer les infographies sur l'alimentation ou si on peut y avoir accès quelque part. Je ne sais pas s'il y a un lien ou quelque chose comme ça. Et s'il y a des séances de TP spécifiques sur le diabète ou HTA avec des supports spécifiques. Donc là, c'est vraiment deux questions sur les outils. Est-ce que du coup, c'est accessible en Mm. libre ou pas? Ouais. Et Alors, je réponds? ouais, allez-y. Ok, merci Marie. Alors du coup, au niveau des infographies, on les a pas encore partagées. En fait, ça fait seulement 2 ans qu'on existe, donc c'est vrai que là, on est vraiment sur un travail de capitalisation de nos outils cette année. Donc, on a pour objectif là vraiment de revoir notre site internet pour pouvoir les mettre en libre accès et puis également de créer des outils un peu plus en interne et les partager plus largement auprès des publics et des professionnels. Donc ça, c'est voilà, on va vous tenir informé, en tout cas au niveau des actualités de l'association, ça va venir, on y réfléchit. Au niveau des séances ETP spécifiques, c'est tout à fait le cas. Alors, jusque-là, on travaille en fait avec des réseaux de santé. Donc, sur le diabète, c'est le réseau CER Diabète, qui s'appelait auparavant RevDiab. Et sur l'hypertension artérielle, c'est le réseau Résicard. Et en fait, grâce à ces réseaux, et puis il y a le réseau Ronde aussi sur l'obésité, on a la chance, du coup, d'avoir des professionnels, donc que ce soit des psychologues, enfin un psychologue, infirmière, diététicienne, enseignant APA et podologue, qui interviennent spécifiquement, donc avec des supports aussi pour animer des ateliers sur ces pathologies. Après, nous, on a aussi du coup, il y a aussi ma collègue Asita qui est chargée de TP qui s'appuie sur des supports et crée des supports spécifiques pour parler notamment des complications, voilà, des symptômes, et puis ce qui est important, enfin, en tout cas, elle me dit toujours que il y a vraiment aussi besoin d'expliquer en détail l'anatomie euh, et le fonctionnement finalement. Par exemple, dans le cas du diabète, je sais qu'elle utilise un outil où elle explique vraiment le chemin du sucre dans le corps. Elle utilise voilà des clés pour parler de l'insuline. Elle utilise voilà du feu aussi pour parler voilà comme le fonctionnement du pancréas. Et puis elle schématise beaucoup les choses, c'est-à-dire que je sais qu'elle compare régulièrement le sucre à du caramel qui vient bloquer finalement voilà les vaisseaux, etc. Donc oui, on adapte le discours grâce à des outils et des supports. Juste pour compléter cette même question, comment on fait pour adapter les outils? Comment? Parce que il y a plusieurs outils, mais avec cette population spécifique, vous racontez un peu comment vous faites, mais quelles seraient les pistes que vous Oui. donnerez au groupe? Je pense que déjà, il faut tester avec l'existant.
En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous, on s'est reposé sur l'expertise de réseaux de santé comme Sert Diabète ou Ronde ou Réticard, et on a testé. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait pas du tout de mobilisation, on n'arrivait pas à animer finalement une dynamique de groupe, parce qu'en fait, les supports étaient assez visuels. Pardon, il y avait beaucoup de textes, c'est l'inverse que je voulais dire, il y avait beaucoup, beaucoup de textes voilà, c'est des brochures, et voilà, on a aussi des publics allophones qui savent pas lire et écrire au sein de l'association. Et puis aussi, il y a toujours souvent cette question de mise en situation. Ça, ma collègue m'en parle souvent, Asita, elle me dit que souvent dans les outils, on a des mises en situation. Par exemple, on va représenter un homme d'un certain âge, voilà, qui est français, qui part en vacances, et du coup, voilà, qui a cette difficulté qui lui arrive. Et ça ne parle absolument pas à notre Mhm. public. Donc là, c'est comment est-ce qu'on vient finalement vraiment, on prend en compte le contexte de vie de ces personnes. Tout à l'heure, on parlait de travailleuses du sexe, ça peut être un cas comme un autre, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, on se met vraiment dans le contexte de la personne. Parfois, des personnes qui habitent un hôtel social, qui n'ont pas de cuisine. Voilà, les vacances, c'est absolument pas un sujet pour ce public, etc. Donc c'est finalement, si je peux apporter deux réponses, c'est peut-être tester et puis et être très très attentif au retour. Euh, Questionner aussi les femmes sur les retours ou en tout cas voilà. Et puis en testant, au fur et à mesure, voilà, trouver peut-être une solution qui est la plus optimale. En tout cas, nous ici, on arrive à le faire parce qu'on a cette proximité avec le public, parce que les personnes viennent très régulièrement. Euh, voilà, c'est ce qui nous aide. Et ensuite, la deuxième chose. Voilà, c'est de prendre vraiment en compte les dimensions individuelles de vie dans les messages qu'on transmet. Euh, voilà.